Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'ici on ne va pas ouvrir du Lorcana, on va ouvrir aucun TCG d'ailleurs. On va pas non plus faire du deck building, on va vraiment s'intéresser au jeu en tant que tel. Et pour ce faire, on va attaquer une nouvelle série de vidéos. On va s'attaquer aux cartes communes de l'univers de l'Orcana. Alors il faut savoir qu'il y en a plus de 300 actuellement, on est à 6 chapitres, ça fait beaucoup. Et on va essayer de savoir ensemble ici quelle est donc la meilleure carte commune de tous les sets confondus. Voilà. On s'attaque ça tout de suite après le générique. Alors du coup, comme je le disais dans l'introduction, il y a plus de 300 cartes communes dans l'univers de l'Orcana. On est au chapitre 6, donc bien entendu, il y aura encore plein d'autres chapitres qui vont sortir, et donc du coup plein d'autres cartes communes. Et ici, on va s'intéresser donc du coup uniquement à un top qui concerne que les cartes communes. On pourrait croire que les cartes communes sont nulles, éclatées, pas jouables, etc. Mais pas du tout, il y en a une flopée qui sont super fortes. Alors j'en ai choisi 15. Ici, ça a été pas facile pour certaines. J'ai dû faire des sacrifices. J'ai dû aussi me mettre une espèce de petite grille de cotation personnelle pour pouvoir choisir clairement quelle carte allait mériter d'être dans le top. Alors, je me suis fié au fait que sur 2 points. Donc, la carte est forte toute seule ou la carte est forte avec une autre carte qui, du coup, la rend beaucoup plus forte. Alors vous allez voir qu'il y a des cartes qui rentrent dans les deux catégories et justement ces cartes-là vont être forcément plus hautes dans le classement. Alors bien entendu ça ne reste que mon avis, que mon humble avis de joueur et de collectionneur. Alors n'hésitez pas bien entendu à partager votre avis, votre opinion dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. S'il y a des cartes communes que tu n'as pas vues dans le top et que tu aurais bien voulu voir, n'hésite pas aussi à le dire en commentaire et à argumenter parce que du coup on pourra avoir plein de sujets de discussion. Et si tu voyais voilà, une carte dans le top A qui du coup aurait dû être une autre carte, tu n'hésites pas non plus à laisser un petit mot dans les commentaires. N'oublie pas aussi de t'abonner, liker, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement de la chaîne. Et on va attaquer tout de suite avec donc la carte numéro 15 qui est, roulement de tambour, Mickey Mouse. Alors, ce Mickey Mouse là donc, qui s'affiche à l'écran, alors pourquoi est-ce qu'il est 15e? Alors il fait partie de l'archétype gris, donc acier. Alors c'est une A2 qui l'or pour A. Qu'est-ce qui fait qu'elle est dans ce top? C'est qu'elle a résistance plus 1 et du coup ça lui offre la position à mon sens de la carte qui a le plus d'impact en tour 1. En tout cas pour le gris et en tout cas dans les personnages parce que vous allez voir qu'il y a d'autres cartes tour 1 qui le surclassent et de loin. Mais ça reste un TA très 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 fort, surtout pour l'archétype gris, qui a gagné aussi plein de cartes qui ont des résistances plus 1 et des résistances plus 2. D'ailleurs, ça a offert un petit support à alter efficace et beaucoup plus fort que les autres petits Mickey qu'il y avait pour le moment. Alors, cette carte-là est forte toute seule, elle n'a pas vraiment de synergie efficace avec d'autres cartes. Elle a bien entendu la version plus grande, donc Mickey Magicien, qui est un Alter 3 et qui du coup est efficace parce que il arrive assez vite dans la partie et ça reste un gros chanteur, surtout pour le gris. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle a résistance plus 1 et combiné à Haro, combiné à Kaloun, combiné à Monsieur Mouche, ça fait encore du board, ça fait du board qui est compliqué à gérer et elle va souvent vous faire prendre un ou deux lords de plus qu'un TA classique pourrait offrir et du coup c'est pour ça qu'elle est numéro 15. Alors on continue avec le numéro 14 qui est le manoir de Picsou. Alors c'est un lieu, les lieux sont un peu à la traîne pour le moment, il y a beaucoup de cartes qui peuvent les gérer de manière efficace et assez rapide, mais ça reste quand même un des lieux les plus forts en commune. Je précise, on ne traite que des cartes communes ici. C'est un lieu qui leur pour deux, qui a 9 points de vie, qui du coup est très difficile à faire tomber. On doit envoyer beaucoup de ces personnages dedans pour pouvoir le gérer, si on n'a pas les cartes qui le gèrent tout de suite. Et du coup, si on gère les lieux, on ne gère pas les personnages, donc on peut très vite se sentir dépassé. Alors, en numéro 13, nous avons rassembler connaissance et sagesse. Alors, rassembler connaissance et sagesse, c'est une action qui est très forte dans le sens où dans les decks rush, donc surtout l'hyper aggro, elle permet de gagner directement de l'or et puisque on va très vite gagner du lore tout le temps, elle permet de très vite aller vers la victoire et vers les 20 de l'or. Elle est
assez forte. Maintenant, elle n'est pas jouée dans tous les decks mauves, ce qui fait qu'elle est très bas dans le classement. Mais sinon, elle aurait pu être beaucoup plus haut parce que du coup, elle permet, l'air de rien à elle seule, de faire 10% de la partie, de l'or. C'est énorme, surtout que si on l'a 4 fois, ben, 2 fois 4, ça fait 8. Et du coup, ça fait 8 de l'or et c'est énorme juste pour une carte qui coûte 2. Sachant que ça va être joué dans des decks qui n'ont pas spécialement besoin d'ancrer énormément et d'aller très loin dans les encres. Et donc, c'est super fort. Alors, on va attaquer le numéro 12, qui est du coup Merlin Crabe, qui est aussi une carte mauve de l'archétype améthyste, et qui ici fait partie un peu du package de Madame Mime et de Merlin. Donc, voilà, c'est un duo, enfin c'est un duo iconique dans la carte mauve de l'Orcana. Et ça permet ici de donner plus, enfin offensif plus 3 à un personnage quand il rentre en jeu et quand il quitte la zone de jeu. Du coup, ça permet de donner à des Diablos, donc le nouveau Diablo qui vient de sortir, ou à d'autres cartes qui ont 0, 1 ou 2 d'attaque, de directement passer à beaucoup d'attaques et d'aller chercher des traits qu'on n'aurait pas pu aller chercher. Et puis ça reste une 3-3 et qui en plus, quand elle est combinée à Madame Mime Renard ou à Madame Mime Serpent, permet d'appliquer une deuxième fois son effet. Donc vous le jouez, vous donnez plus 3 à quelqu'un, vous le renvoyez dans votre main grâce à Serpent ou Renard, et du coup vous redonnez plus 3 à quelqu'un d'autre. Bah, du coup c'est super fort, et en plus combiné à Madame Mime Renard, bah, on peut transformer sa Madame Mime Renard en une créature qui a 7 d'attaque, et 7 d'attaque c'est super fort. On continue du coup avec le numéro 11. Alors le numéro 11 c'est Ursula. Alors Ursula qui est une carte qui est très très forte, elle est mélomane. Elle est mélomane 4, ça veut dire que pour drop 2, on peut directement chanter quand soudain surveille Zeus et tous les sorts qui sont en dessous. Du coup, ça donne une force de frappe au style song qui est assez conséquente, sachant que c'est souvent combiné à Cendrillon, qui est elle aussi une mélomane, mais mélomane 3. Et Ursula permet d'avoir une carte en plus à gérer, c'est une A4, c'est plus difficile à aller chercher. Et surtout que quand on joue contre Steelsong, on a envie d'aller chercher autre chose, comme par exemple la Ariel. Et du coup, la Ursula, ben, on la laisse un petit peu tomber, sauf que ben, Ursula, si elle reste là, ben, elle continue à chanter. Que Cendrillon, ben, c'est une A2, c'est plus facile à aller chercher. Mais indépendamment de ça, c'est une carte qui est super forte, déjà elle-même toute seule. On l'a vu très souvent jouer aussi dans le jaune-vert, même si le jaune-vert actuellement est un petit peu en down. Mais voilà, dans le Silsong, ça reste une carte qui est super forte. Alors, top 10, un peu dans le même état d'esprit d'une carte qui est super forte parce qu'elle apporte une dimension au game assez élevée. C'est le petit Diablo. Donc, qu'est-ce qu'il a de fort et pourquoi est-ce qu'il est dixième dans ce classement? Eh bien, en fait, simplement parce que on a l'opportunité de voir la main de la personne directement. Donc, on coupe l'effet de surprise, on sait autour de quoi on peut jouer. Elle est très forte aussi combinée à son alter qui est Diablo, qui du coup est un des supports alter les plus joués dans le vert gris discard. Il donne vraiment une dimension et une connaissance du coup de la main adverse très très tôt dans la partie. Donc, on sait que si on a Ursula en main et que la personne en face ne joue pas avec chanson, ben, on va pouvoir l'ancrer. On sait très bien ce qu'on va pouvoir jouer en tour 2. On sait aussi très bien ce que l'autre personne va pouvoir jouer. Donc ça vous donne une vision du jeu ahurissante, qui était déjà très forte avec la Ursula. Mais ici, vous l'avez directement au tour A et c'est super fort. Alors, on entame du coup la neuvième position. Alors, la neuvième position, c'est une carte qui fait partie aussi d'un archétype qu'on connaît, c'est Cruel Diablesse. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est dans le classement? Alors, j'ai hésité à la mettre et j'ai même hésité à la mettre beaucoup plus bas, mais en y réfléchissant, on peut pas nier le fait que la carte elle est super forte. Alors elle est super forte pour plusieurs raisons. Déjà elle est super forte toute seule parce que elle peut être chantée par presque tous les personnages qui sont joués dans le vert gris discard et dans le jaune vert discard aussi à l'époque où il était encore joué. Elle permet simplement de faire choisir la personne ce qu'elle veut se défausser de sa main et ça la force à faire des choix. Alors forcer à faire des choix, dans l'Orcana, c'est ouvrir la porte au misplay. Alors quand je dis misplay, c'est pas que les gens ne savent pas jouer, c'est qu'on est plus vite amené à faire une erreur sous le stress de savoir, ben mince, qu'est-ce que je vais défausser, qu'est-ce que je vais garder, etc. Donc au final, on peut faire des efforts. Alors cette carte-là, elle est neuvième et elle est haut dans le classement, elle est plus haut que les autres parce que combinée à Ursula, Ursula 2-3 qui chante, on peut faire deux fois l'effet de la carte et faire défausser deux cartes de la main de l'adversaire. Et du coup, bah, c'est encore plus propice à faire des misplays. Et elle est aussi combinée
à une autre carte de l'archétype qui est Prince Jean. Prince Jean qui dit qu'à chaque fois que l'adversaire se défausse de cartes, vous piochez autant de cartes qu'il s'est défaussé. Donc là, vous allez chanter une première fois Cruelle Diablesse, il va se défausser d'une carte, vous allez piocher une carte. Et si vous le chantez avec Ursula juste avant, que vous avez réussi à setup le board, ben, c'est presque game over parce que du coup la personne va défausser deux cartes, vous allez piocher deux cartes, potentiellement repiocher des Cruelles Diablesses, potentiellement repiocher des cartes qui vont faire défausser l'adversaire, et du coup ben, vous allez le forcer à faire de choix, vous allez l'étrangler littéralement. La n'est pas plus haute parce que du coup toute seule, sans Prince John et sans Ursula, vraiment toute seule, elle n'est pas ultra puissante non plus, et vous allez voir qu'il y a des cartes qui toutes seules je trouve sont plus fortes qu'elle. Alors en huitième position nous avons Grand-Mère Tala. Alors Grand-Mère Tala, je l'ai très très longtemps sous-estimé, mais c'est une carte qui permet de du coup faire des choix, mais pour soi-même. Du coup, c'est aussi propice à faire des misplays, à faire des mauvais choix, surtout quand on joue rouge-bleu. Mais cette carte-là permet justement de accéder à les deux prochaines cartes qu'on aurait piochées, de choisir celle qui nous semble plus optimale pour la game à l'heure actuelle ou pour un ou deux tours, et de potentiellement remettre une au fond du deck qui pouvait être un mauvais top deck ou qui pouvait simplement servir de doublon parce qu'on avait déjà un exemplaire de la carte dans la main, etc., etc. Alors des fois, effectivement, il y a des choix qui sont très difficiles à faire, et c'est là que la carte est assez technique, et c'est pour ça qu'elle n'est pas plus haute, mais elle permet quand même d'accélérer le jeu, surtout en rouge-bleu. Et en plus, ça sert de support à chanson pour ce bleu-lumière, et du coup, bah, ça reste une 3-3, et bah, une 3-3 dans le bleu-rouge, c'est pas inutile parce que ça permet d'aller chercher des trades, même si on n'a pas vraiment envie de faire des trades avec le rouge-bleu. Mais des fois, malheureusement, on n'a pas le choix, surtout contre les decks aggro. Et du coup, voilà, c'est ce qui fait que la carte, du coup, est huitième. Alors, en septième position, nous avons la carte Vision de l'avenir, qui, pour la même raison que Grand-Mère Tala, est dans ce top, et elle est juste au-dessus de Grand-Mère Tala, pour la simple et bonne raison que là, on peut regarder 5 cartes. On a le droit, en payant 2, de regarder les 5 cartes du dessus de son deck et d'en choisir une, et de remettre les 4 autres dans le fond de son deck, dans l'ordre de son choix. Alors, ça permet de recycler le deck, ça permet de faire redescendre certaines cartes qui sont complètement pas utiles à l'heure actuelle de la game où vous allez le jouer. Et en plus de ça, vous recyclez votre deck. Donc vous remettez au fond du deck des cartes qui pourraient venir beaucoup plus tard. Et c'est pas hyper grave dans le rouge-bleu, parce que dans le rouge-bleu, vous piochez énormément. Vous piochez énormément, donc du coup, vous arrivez très souvent à recycler votre deck. Surtout que si vous rejouez une vision de l'avenir, ben, vous allez faire redescendre encore des cartes au fond de votre deck et remonter certaines autres. Donc du coup, c'est assez sympa. C'est pour ça qu'elle est du coup juste au-dessus de Grand-Mère Tala. Alors, en sixième position, nous avons Bagarre. Bagarre qui est une arme de destruction massive pour les decks aggro, qui est aussi une arme de destruction massive pour les Diablos et pour les Ursula, qui nécessite le fait que le Diablo doit être mis sur la crique pour pouvoir survivre à Bagarre. Sachant que Bagarre est très efficace aussi contre les Robins et contre les bêtes, donc qui sont les drop sacs des decks gris. Alors, bien sûr, je sais lire la carte, il est marqué 2 d'attaque ou moins, mais souvent dans les decks bleu-rouge, on combine ça avec bloc de glace qui fait descendre la bête et Robin à 2 et du coup qui peuvent se prendre Bagarre, en plus de se prendre Médusa. Alors, dans le rouge-mauve, on n'a pas accès à cette petite stratégie avec le bloc de glace, mais toute seule, la carte permet d'aller chercher des cartes qui sont super embêtantes. Et du coup, bah, ça permet d'ouvrir le champ des possibilités. Alors, en cinquième position, nous avons la Fortisphère. Alors, la Fortisphère, pour moi, elle est ex aequo avec une autre carte qui du coup est quatrième, vous allez voir juste après. Mais la Fortisphère, elle permet au deck bleu-gris, parce qu'elle est essentiellement jouée dans le deck bleu-gris, en combinaison avec Flavorsham, de piocher une carte déjà de base, et piocher dans l'Orcana, c'est super fort. Alors, d'ailleurs dans tous les TCG, c'est super fort. Et du coup ici, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on pioche une carte. On s'en fout un petit peu de son autre effet, parce que du coup, pour le coup, on va presque jamais le faire. On pioche une carte et on avance dans son deck. Ça sert aussi de combinaison avec Ariel, donc dans le bleu-gris, qui, si vous avez plus d'objets que votre adversaire, vous gagnez 2 de l'or sur le personnage. Ça sert avec Flavorsham, qui quand il est joué ou quand il part à l'aventure, vous bannissez un objet, vous piochez 2 cartes. Ça sert à Tamatoa, parce que Tamatoa, le but c'est d'avoir le plus d'objets possible pour faire sous-fétiche Tamatoa et gagner énormément de l'or. Ça sert aussi à simplement utiliser son autre effet qui permet de donner résistance à un personnage et d'aller faire un trade. Même si je vous avoue qu'on ne l'utilisera pas très souvent. Alors,
cette carte-là est juste derrière Glace à l'eau qui du coup est quatrième. Alors pourquoi est-ce que Glace à l'eau est au-dessus de Fortisphère? Pour du coup l'autre effet de Glace à l'eau qui nous dit qu'on peut bannir l'objet pour soigner de 2 un personnage. Et du coup, ça permet de soigner des personnages qui ont été blessés préalablement par votre adversaire ou suite à des trades que vous avez faits. Alors, est-ce que c'est grave de sacrifier Glace à l'eau en la mettant dans sa défausse? Non, parce que du coup, en jouant Tamatoire, on peut la rechercher. Et puisque cette carte-là profite aussi bien au bleu-gris qu'au bleu-rouge, c'est pour ça qu'elle est juste au-dessus de Fortisphère. Alors, en troisième position, nous avons Voguer sur la mer Azurite, qui est une nouvelle carte. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai mise au-dessus de Glace à l'eau et de Fortisphère? Parce que pour moi, Voguer sur la mer Azurite, elle accélère le deck bleu-rouge à une vitesse, mais exponentielle. Parce que du coup, ça permet de, en combinaison à typo, de ancrer plus vite. Alors, ça permet aussi dans le deck bleu-rouge, et ici je vais parler que du deck bleu-rouge parce que le bleu-gris, je l'ai très peu joué actuellement, donc je préfère ne pas m'avancer. Mais d'ailleurs, s'il y a des experts du bleu-gris, n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises. Mais dans le deck bleu-rouge, ça permet de ne plus jouer la plume. Alors, quel est l'avantage de ne plus jouer la plume malgré que ce soit un objet? C'est que la plume, en fait, c'est trop lent. C'est trop lent parce qu'on va la poser au tour 3. Sauf que si on a joué Typo le tour avant, on va directement passer au tour 4. Et du coup, on va jouer Grand Mertala ou Flaversham, ou potentiellement voguer sur la mer Azurite et Vision de l'avenir. Donc ça nous permet de combiner 2 cartes plutôt que de jouer directement la plume en forme d'arête. Surtout que les decks sont de plus en plus agressifs, donc jouer la plume en forme d'arête, c'est simplement vous ralentir. Pour certes ancrer, mais le problème c'est que vous risquez de prendre 2 ou 3 ou 4 lords dans la tête si vous faites ça, et c'est très très difficile. C'est déjà difficile comme ça à gérer les decks aggro avec la forme du bleu-rouge actuel. Donc si en plus vous vous ralentissez avec la plume, ça va être infernal. Voguer sur la mer Azurite, du coup, permet de piocher une carte et d'ancrer une deuxième fois normalement. Ça veut dire quoi, ancrer une deuxième fois normalement? Ça veut dire faire une deuxième fois l'action de ancrer une carte de sa main en la révélant et en la mettant dans son encre face cachée. Mais elle n'est pas épuisée, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser, un petit peu comme la plume. Donc du coup, c'est une plume qui pour moi est améliorée dans le sens où elle vient plus vite, elle est en combinaison du coup d'une autre carte Vision de l'avenir ou d'un autre T2 ou de n'importe quoi qu'on pourrait jouer en combinaison pour 4 si on n'a pas Grand Mertala et Flaversham, même si ça serait un peu dommage. Mais ça permettrait justement de ancrer une nouvelle fois et de très vite monter en encre. Alors ensuite, nous avons en deuxième position, nous avons Perdu dans l'hiver. Alors Perdu dans l'hiver, c'est pour moi, j'ai hésité à la mettre première parce que pour moi c'était la meilleure carte du jeu, dans le sens où c'est une chanson qui se chante très facilement dans les decks où elle est jouée. Donc, par exemple, dans le style song, elle est jouée par Cendrillon tout de suite, dans le sens où Cendrillon c'est une mélomane 3. Elle est chantée aussi par Ursula, qui est une mélomane 4. Elle est chantée aussi par Diablo, qui s'altère très vite. Elle est chantée aussi par tous les personnages du coup qui coûtent 3. Et dans les decks du coup gris mauve, gris jaune et gris vert, elle a une place de choix parce qu'elle permet de très vite prendre le board et surtout dans le style song, c'est d'ailleurs là je trouve qu'elle brille le plus. Et en plus, elle vous permet de piocher une carte. Donc, vous gérez une créature en early game. Et souvent, les créatures d'early game, elles n'ont pas 3 points de vie. D'ailleurs, la plupart ont 2 points de vie. Et souvent, quand vous faites ça, vous prenez directement le lead et vous explosez la tête de la personne en face. Et en plus, vous piochez une carte. Donc, du coup, vous permettez d'avancer dans votre deck. Et la pioche de l'Orcana, c'est super fort. D'ailleurs, c'est pas pour rien que sans transition, nous allons passer sur la première carte de ce classement, qui du coup est la carte la plus forte dans les communes à mes yeux, c'est mes amis de l'au-delà. Alors, qu'est-ce qui fait que cette carte-là, elle est forte toute seule? Déjà, elle est 3 ancrable, donc on peut s'en servir d'encre. Là où Perdu dans l'hiver ne peut pas être utilisé comme encre. Deuxièmement, elle vous permet de piocher 2 cartes. Vous payez 3, vous piochez 2 cartes. Pour les joueurs du Yu-Gi-Oh!, c'est un peu comme un pot de cupidité. Alors, vous piochez 2 cartes sans aucune condition, en plus de ça. Vous pouvez le chanter, donc vous pouvez le chanter avec le lapin, le génie, vous pouvez le chanter avec tous les drop 3 que vous jouez dans le mauve, vous pouvez le chanter également avec certains gris, certains decks gris qui du coup pour 3 vous pouvez chanter Mes amis de l'au-delà, et ça vous permet, en plus d'une chanson, vous piochez 2 cartes, vous ne payez pas votre encre, et vous pouvez derrière jouer les cartes que vous avez piochées. La carte, elle est ultra forte. C'est pas pour rien qu'elle est jouée dans le gris mauve, c'est pas pour rien qu'elle a été jouée dans le vert mauve au chapitre 5, c'est pas pour rien qu'elle a été jouée dans le bleu mauve, c'est pas pour rien qu'elle a aussi et qu'elle est toujours jouée dans le rouge mauve. Donc du coup, c'est vraiment une carte qui est broken as fuck. Elle est super forte, elle est super strong, même toute seule. On paye 3, on pioche 2.
Ok, ça nous ralentit, ok, on joue rien pour le moment, mais on se retrouve à avoir une value de carte énorme parce que du coup on pioche 2, donc c'est super fort. Et pour moi, c'est à mes yeux la carte la plus forte de tous les chapitres à l'heure actuelle dans, je précise, les cartes communes. Donc ici, on a fait le classement des 15 cartes. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes d'accord avec le top. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, n'hésitez pas à dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. S'il y a des cartes que vous n'avez pas vues dans le classement, je rappelle, ce sont bien les cartes communes. N'hésitez pas à en discuter en commentaire. Et du coup, ben, voilà, on en discutera, je te répondrai. Et on essaiera de trouver, pourquoi pas, un nouveau classement. Parce que, comme je le dis, je n'ai pas la science infuse. C'est vraiment mon avis en tant que joueur et de collectionneur, comme j'ai dit au début de la vidéo. Et du coup, ben voilà. N'hésite pas à t'abonner, tu laisses un pouce bleu, etc. Ah, et au fait, petite surprise. Cette vidéo aussi, j'avais dit qu'elle était un peu spéciale pour ici le fait de faire une nouvelle série de vidéos, mais elle est spéciale pour autre chose. Elle est spéciale parce que j'ai mon bonnet de Noël et du coup, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une gift box Lorcana du chapitre 6. Alors je recule comme ça, vous voyez un petit peu plus. Alors, c'est une gift box que j'ai ouverte. Enfin, celle-ci n'est pas ouverte, bien entendu, elle est scellée. Mais je l'ai ouverte en vidéo, donc je mettrai le lien en description. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que bientôt c'est Noël. Donc, on est du coup le 5 décembre. Noël, c'est dans 19 jours. Enfin, Noël. Le jour de Noël, c'est dans 20 jours. Mais le réveillon, c'est le 24 décembre. Et j'avais envie de vous faire plaisir. C'est pour ça que j'ai mis mon petit chapeau de Père Noël. Et ça va être un petit concours de Noël. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer? Ben, il faut simplement faire ce que j'ai dit dans la vidéo. Il faut commenter, il faut liker et il faut surtout s'abonner. Ça me ferait super plaisir. Surtout que là, on approche des 500 abonnés. Donc, ça me ferait super plaisir qu'on y arrive pour Noël. Et si on y arrive avant, ce sera encore mieux. Et du coup, si on y arrive avant, il y aura peut-être un autre concours pour les 500 abonnés. Donc, bref, je vous garde. Alors, du coup, il faut aussi s'abonner à mon compte Instagram parce que c'est via Instagram que je vais annoncer le gagnant. Alors, je vais te transmettre un numéro quand tu auras participé. Et c'est ce numéro-là que je tirerai au sort. Et si tu as gagné, ben, il faudra me contacter sur Instagram pour avoir les modalités d'envoi. Alors, le concours se terminera le 15 décembre. Comme ça, j'ai le temps de faire l'envoi pour que tu puisses mettre ça sous le sapin si tu le veux. Le 15 décembre à 16 h, le concours sera terminé. Je le mettrai en commentaire épinglé, comme ça tu le verras. N'hésite pas à participer. D'ailleurs, si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que du coup, tu pourras participer au concours. Donc vraiment, participe. Ça me ferait super plaisir que tu gagnes. C'était Stygiane. Bisous mon petit loup. Mouah.